va commencer la présentation. Bonsoir tout le monde. Donc, je souhaite la bienvenue à la séance d'information concernant les zones inondables par enfant, dans le fond, les effets de la glace sur la rivière. Donc, les secteurs qui sont... Pouvez-vous vous approcher du micro, s'il vous plaît? Oui, excusez-moi. Donc, les secteurs qui sont visés, on a bien l'Enchantresse, la rue des Lieux Rapides et la rue des Revenus. Donc, si vous êtes présent, c'est que vous avez reçu une invitation personnalisée qui vous a été transmise récemment par le service de l'urbanisme. Alors, un petit peu pour vous expliquer comment va se dérouler la soirée d'information. Tout à l'heure, on va voir l'ordre du jour, mais avant, je vais vous présenter les intervenants. Il y a M. Michael Boutin, du service de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire de la ville de Sainte-Brigitte, qui va vous expliquer les niveaux réglementation et techniques. M. Claude Côté, du service de la sécurité publique, qui va vous expliquer tout ce qui arrive si jamais on est en inondation. Et vous avez votre conseiller municipal du district 1, donc votre référence si vous avez des problématiques quelconques versus les inondations. Moi, je vais être un petit peu ici pour animer la séance. Aussi, pour la période de questions, je vous demanderai de donner votre nom, votre adresse au micro et de poser vos questions au micro parce que ce soir, on est en web diffusion également pour les futurs acheteurs, éventuellement les gens qui veulent venir s'installer dans ces secteurs-là, ben, au moins ils vont être au courant de ce qui se passe dans les secteurs concernés. Je crois que vous avez reçu l'ordre du jour de la séance. Bon, on a l'ouverture, définition des zones inondables par en bas, localisation des zones inondables par en bas, historique sur les épisodes de débarque sur la rivière Montmorency, les restrictions sur les bâtiments principaux et complémentaires, les droits acquis sur les bâtiments, la sécurité civile, les procédures d'intervention. On a une fois aux questions, c'est des questions qui nous sont le plus fréquemment posées. M. Boutin va pouvoir vous les dire et y répondre. Et finalement, il y a la période de questions d'une trentaine de minutes où vous allez pouvoir venir poser vos questions directement aux intervenants. Alors, je vais céder la parole à M. Boutin. Encore une fois, bienvenue. Donc, c'est quoi une zone inondable par endroit? On entend souvent parler, ça pose la question. Donc, ce soir, on vous répond. Donc, en gros, une zone inondable par endroit, c'est un endroit comportant des risques d'inondation causés par des effets de glace. Ces inondations peuvent consister un débordement d'eau, une accumulation fragile ou un passage possible de glace. Une zone inondable par endroit qui est toujours déterminée par la MRC. Donc, ce n'est pas la volonté municipale, c'est vraiment la MRC qui décrète ces zones inondables-là. Et ce qui me donne à se poser la question, comment la MRC, excusez-moi, détermine, c'est-à-dire des limites, une zone inondable par endroit. De un, il y a toujours un avantage qui est avec une cartographie sommaire des secteurs connus. Donc, si on ne savait pas que les épisodes inondables, donc il y a un avantage qui se fait une cartographie sommaire. Par la suite, de façon plus précise, il y a des études, des calculs des niveaux d'inondation qui sont faits, dans le fond, les niveaux d'inondation qui ont été atteints au fil des ans par l'eau, le fragile et les glaces. Et le tout à partir de la photographie du ministère des Ressources naturelles et de la faune, des témoignages de propriétaires riverains, ou par des enquêtes menées par des officiers municipaux ou des officiers régionaux du ministère des Ressources naturelles et de la faune. Et finalement, une cartographie finale des secteurs retenus. Donc, pour ce qui est de la localisation des zones inondables par endroit, il y a le premier secteur que tout le monde connaît, le secteur de l'Enchantresse, qui est décrété zone inondable par endroit en totalité. Donc, il n'y a aucune exception, tout le monde est dans le même bateau si on veut. Par la suite, on a le secteur 2, secteur 2 rapide. En fait, la baie de Rapide, c'est seulement la portion qui est proche de la rivière. Donc, on a la partie, c'est-à-dire entre la baie de Rapide et la rivière qui est traitée 100% zone inondable par embarque. Et on a la même chose pour la baie des Revenus.
La rue des Remous, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rue qui est accessible par Québec, mais qui est quand même sur notre territoire au sud-est. Donc, même chose pour des Remous, tout ce qui est à l'est, c'est-à-dire la rue des Remous, c'est traité 100% sur une loi par tandis que le secteur qui est plus en montagne ne l'est pas. Moi, je passe la parole à M. Claude. Alors, on est en mesure de voir qu'on a quand même une grande documentation sur ce qui a pu se passer sur la rivière Montmorency. Vous allez voir toutes les années où il y a eu des recherches qui ont été faites, où il y a eu des interventions qui ont été nécessaires, où le ministère, le temps que la ville de Sainte-Brigitte a dû intervenir. C'est ce qui va vous donner une réponse quand on parle de zone inondable 20 ans ou zone inondable 100 ans. On est en mesure de comprendre qu'avec toute la documentation qu'on a sur la Montmorency, dans le secteur de l'île Enchanteresse et dans le secteur des Remous, que c'est clairement un 20 ans. Alors, on définit un 20 ans comme étant une zone propice à avoir une inondation à tous les 20 ans. Alors, ça devient une zone beaucoup plus à risque que si on parlait d'une zone à 100 ans. Une zone à 100 ans, on dirait à tous les 100 ans, il y a un risque d'inondation. Et quand on regarde toute l'information qu'on a sur la rivière Montmorency, on pourrait même descendre en bas de 20 ans. Mais le ministère ne définit pas comme ça, il est suffisant qu'on sache que c'est une zone de 20 ans. Et si on regarde l'autre facette-là, peut-être, on a encore des années où on définit tout ce qui s'est passé dans le cas de Montmorency. Et pour nous, c'est important parce que ça nous aide à comprendre quand la rivière va devenir menaçante avec un couvert de glace. Et c'est là qu'on a une problématique. Là, si on est à l'eau claire, comme on a vu en fin de semaine, exemple, parce qu'on en a malheureusement un bon exemple en fin de semaine, on est en mesure de le comptabiliser. On est en mesure de la voir monter, on est en mesure d'avoir les débits nécessaires pour être capable de savoir quelle sera la tendance. En zone d'en bas, c'est là que ça devient compliqué. Le meilleur chercheur au monde là, va toujours trouver quelque chose pour dire je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Alors c'est pour ça qu'on devient de plus en plus prudent et en zone d'en bas, on va devenir de plus en plus exigeant envers les résidents en lui demandant d'être prudent. C'est ça qui fait la différence entre à l'eau claire ou à l'enfort et le 20 et 100 ans. Et là, vous avez en détail toutes les années avec lesquelles on a dû intervenir. En fait, pour l'information, la cotation de ce soir, si vous voulez, à la fin de la séance, vous pouvez lire nos adresses courriel si vous êtes intéressé à l'avance. Je pense que le tableau qu'on a montré quand même est intéressant parce que les épisodes qu'on a référencés depuis 1947 jusqu'à 2014. Juste au secteur de Saint-Brigitte, il y en avait d'autres répertoriés pour le secteur sud de Beauport. C'est le secteur sud de Saint-Brigitte et le secteur nord de Beauport. Bon, on les a tous pris en considération pour la présentation de ce soir. Quand même, ce qui est là, ça donne quand même un précédent. Il y a une historique intéressante, puis quand on dit ces zones inondables par en bas, on se base quand même sur des informations comme celle-là. Bon, on rentre dans un sujet assez important qui nous concerne. En fait, quand on est dans une zone inondable par envers, c'est dommage, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a quand même des ouvrages qui sont permis. Et tout ça découle de notre règlement d'ouvrage 455 CS04 qui est présentement en vigueur. Donc, ce qui est permis, donc au niveau des travaux et des ouvrages, c'est tous travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à réparer et à moderniser, à protéger les immeubles existants ou à démolir les constructions et ouvrages existants situés dans une zone de grand courant ou une zone inondable à l'envers. À la condition, ceci est très très important, à la condition que ces travaux ne manquent pas à la superficie totale de plancher de bâtiment exposé aux inondations. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez rénover des maisons, changer les portes, les fenêtres, remettre l'extérieur, l'arteau d'asphalte, mais vous ne pouvez pas agrandir par l'extérieur et autant que par l'intérieur. Donc, je ne peux pas faire d'agrandissement unique de côté, faire un deuxième étage ou me faire une deuxième par le grenier existant. Donc, c'est un rez-de-chaussée, un plein pied, 24-24, ça va toujours demeurer un plein pied.
avec 24 par 24. Après ça, cependant, lors de travaux de modernisation et de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie d'ouvrage exposée aux inondations pourra augmenter de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables. Après ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut construire aussi des réseaux d'agriculture et d'eau souterrains dans les secteurs qui sont déjà construits. Non, pour plus de ces services afin de raccorder uniquement à des constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal intéressant une nouvelle implantation. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est construire des nouvelles installations septiques destinées à des constructions d'ouvrages existants. Donc, les stations prévues être conformes à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées, des résidences isolées éditées en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, exemple, vous avez un champ d'épuration qui est à changer. Donc, on permet quand même de vous conformer en faisant vos champs d'épuration. Ce qu'on peut faire, c'est améliorer ou remplacer un puits de résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire. Donc, exemple, vous avez un puits de surface que l'eau est contaminée pour X, Y raison. On peut faire un puits tubulaire, c'est-à-dire un puits artésien. Il faut que ce soit construit de façon stérilisée les risques de contamination partiellement de l'espace alunaire par des métaux étanches, et des façons durables ainsi qu'à éviter la submersion. Ce que ça veut dire en gros, c'est que vous pouvez construire un puits artésien, puis ce qu'il y a maintenant, c'est une collerette de bentonite. C'est un béton expansif qui coule sur les premiers 5 mètres, et c'est un béton qui ne fiche pas. Donc, c'est un béton qui reste toujours mou comme d'argile. Donc, il coule sur les 5 premiers mètres sur le pourtour du puits artésien, ce qui empêche la contamination par les eaux de surface. Et aussi, ce que vous pouvez faire, s'il n'y a pas de bâtiment complémentaire sur le terrain, vous pouvez seulement en construire un. Donc, ça construire un bâtiment complémentaire de type résidentiel, exemple un cabanon ou une remise, pour qu'il ne soit pas rattaché au bâtiment principal et qu'il ne nécessite aucun entrée d'escalation et qu'il ne comporte qu'un seul niveau et que sa superficie ne dépasse pas 30 mètres carrés et qu'il repose sur un sol sans fondation ni ancrage. Donc, comme je disais tantôt, si vous n'avez pas de bâtiment complémentaire, exemple cabanon ou remise, vous pouvez en faire seulement un pour qu'il soit non rattaché au bâtiment principal. Pour la seule raison que si, exemple, une glace, un morceau de glace accroche le garage, ben, la maison ne va pas aller. Dans le fond, c'est difficile de rattacher des systèmes après la maison pour que justement ça fasse un obstacle supplémentaire aux glaces. Aussi, ce qui est super important, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est que les travaux pour ouvrages des systèmes de remblai et délais sont privés. Sauf que là-dessus, je vais acheter une petite exception pour un champ d'épuration. Essentiellement, je chasse du délai et du remblai, qui est très minimaliste. Puis on va voir tantôt quand je chasse, quand il faut que je fasse des travaux d'utilisation, je vais l'expliquer tout à l'heure. Il y a un minimum de remblai qu'on peut effectuer aussi. Aussi, les droits acquis sur les bâtiments, c'est assez important ce que vous sachiez. Il y a 3 scénarios, en fait. Scénario 1, c'est si le bâtiment est détruit par la volonté du propriétaire. Une perte de droits acquis. Exemple, si moi je décide de démolir ma maison pour me reconstruire, il y a perte de droits acquis, donc je ne peux plus me reconstruire sur le terrain. Et la même chose, le bâtiment est détruit par des glaces. Donc, une grosse inondation, la maison est perte totale suite au passage des glaces, donc une perte de droits acquis, donc je ne peux pas me reconstruire sur le terrain. Par contre, si le bâtiment est détruit par le feu, les droits acquis sont conservés. Sauf que pour bénéficier de ces droits acquis-là, le bâtiment doit être reconstruit dans les 12 premiers mois suivant la catastrophe, reconstruit sur les mêmes assises et pour et avec le même usage, et immunisé conformément aux prescriptions du règlement zonage 455-04. Donc, je vais passer la parole à M. Claude. Alors, la partie qui nous intéresse pour nous lors de rupture de couvert de glace, c'est-à-dire que lorsque le couvert de glace se forme et que là, on commence à prendre, lorsque nous, ici à Saint-Brieuc, on prend les épaisseurs du couvert de glace. De telle façon à être capable d'essayer de prévoir, lorsqu'il y aura des grandes précipitations au cours de l'hiver liquide, qu'est-ce que le couvert de glace va faire en proportion de son épaisseur.
Ça, nos expertises ont commencé à nous amener à pouvoir comprendre le phénomène de rupture. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va, après ça, canaliser toute notre information, tout ce qu'on va vous donner comme information. Alors, avant de vous dire qu'on va tomber en état d'alerte, ben, il faut déjà avoir analysé le couvert de glace pour être capable d'être en mesure de vous amener à comprendre ce qui va se passer, puis nous aussi. Alors, c'est important qu'on ait l'épaisseur. Alors, au cours de l'hiver, lorsqu'on a une chance à 3 reprises, on va aller prendre l'épaisseur du couvert de glace à 5 points différents, qui sont géoréférencés, ce qui nous permet d'avoir une tendance et de regarder, de dire, regarde, on a cette tendance-là cette année. Alors, on sera plus fragile, ou on va avoir une restriction, on va avoir une rétention, ce qui veut dire que lorsque le couvert va partir, soit qu'il va déjà s'effriter, ou non, on s'attend à avoir un rembord parce qu'il est beaucoup trop important. Alors ça, c'est ce qui va nous guider. Bien sûr, on ne sait pas la quantité d'eau qui va nous tomber, mais on essaye le plus rapidement possible d'avoir nos données pour être capable de pouvoir l'analyser suite à ça. Vous avez aussi des endroits précis où on sait par expérience, où là, on va voir bouger le couvert de glace. Toutes les petites rivières qui vont alimenter la Montmorency sont pour nous des îles. Et c'est important et on les voit normalement toujours bouger de la même façon. Alors, ça, on sait, on donne un exemple que sur le secteur de la rue Pascal, la rivière Pascal a bougé. On dit qu'il en manque qu'une. La rivière des Mines, quelques heures après, vient de bouger parce qu'elle a reçu de l'eau, puis là, commence à débarquer. On dit que maintenant, on se déplace dans la Montmorency. Et on va suivre tout le long le tracé comme ça. Et c'est assez rare que ça ne nous donne pas ce qu'on pensait. La seule affaire, c'est que on ne sait pas comment elle va se former après ça dans la Montmorency, mais on sait que le début est là. Et on a aussi beaucoup de points d'observation, parce que pour nous, c'est important, ça va être important de vous informer avant. Alors, on a des équipes qui vont sur les différents points d'observation et qui sont en contact avec le poste de commandement qui, normalement, est installé au départ sur les marchandises. Alors, les informations vont nous rentrer et les gars sur place, observateurs terrain que nous autres on a, et des observateurs terrain qu'on a développés. Des amis à nous là, qui sont sur le bord de Montmorency, qui disent chef, moi là, moi t'appeler s'il y a quelque chose parce que je le vois. Fait qu'on redouble d'informations dans ces cas-là. Eux vont venir confirmer nos gars qui sont sur le terrain et nous disent écoute, ça commence à bouger. Toutes ces équipes-là sont bien en amont de l'île Enchanterelle. Alors, ils peuvent nous donner l'information réelle. Lorsqu'on vient nous donner l'information, c'est qu'on a comptabilisé tout ce règlement. Et on sait maintenant ce qui se prépare et qu'est-ce qui s'en vient. Et encore là, dans le cas de la Montmorency, ce qui est impressionnant avec le nombre d'années que je suis sur ces projets-là, c'est une démarre en 3 phases. C'est rare que c'est pas ça. C'est juste qu'on a de l'air à comptabiliser la quantité et le temps entre les 3 phases. Mais on sait que les 3 phases vont arriver. Et cette année, on avait des étudiants et une équipe de l'Université Laval qui était sur la Montmorency, à la hauteur de Duport. Ils nous ont bien confirmé qu'on était sur 3 phases. Alors, ce qui est important, la première phase nous permet de dire, écoute, on a commencé notre débat, on va commencer à informer les gens. Alors là, vous avez déjà eu des communiqués au début de saison qu'on envoie. On vous dit, écoutez, vous êtes dans des zones inondables, on vous demande votre collaboration, on vous demande de nous informer si vous voyez quelque chose localement. Parce qu'il y a du standard qui se formera en arrière de chez vous, là, pour nous autres avoir une information importante. Mais normalement, les informations viennent compléter ce qu'on se doute de l'autre. Mais je me suis j'aime ça les avoir. Alors c'est pour ça qu'on vous donne l'information, vous allez communiquer avec nous. La deuxième section va être celle-là que nos gens sur le terrain vont localiser. Et lorsque la deuxième débarque va commencer, c'est-à-dire que le deuxième mouvement de place, là, on va intervenir pour vous demander de quitter les lieux, de sécuriser vos autos. On accepte encore que certaines personnes restent à la maison parce qu'on comprend que vous voulez sécuriser vos propriétés. On n'a pas nécessairement contre cette partie-là. Sauf que ce qu'on vous rappelle, c'est que lorsqu'on va venir en 3e phase, que l'on sait que la 3e vague s'en vient, elle est importante, bien là, vous allez entendre vos sirènes, et là, on va vous dire, quittez, venez de l'autre bord du port, puis on va voir comment ça va se passer. Et je vous rappelle qu'on est avec un couvert de glace, on n'est pas à l'eau libre. À l'eau libre, on est capable de mesurer. Le couvert de glace, on ne sait même plus à quel endroit maintenant il va s'arrêter. Quelle sera la pression hydraulique suffisante pour le déplacer d'un endroit à l'autre? Fait que des fois, on a des surprises, c'est jamais comme si là, la barre, il est là, c'est là. Mais on est déjà en mesure de vous avoir protégé.
Parce que notre but, c'est de vous permettre d'évaluer. Malheureusement, je ne suis pas capable de sauver vos biens. Il n'y a pas grand-chose qui va empêcher la glace de rentrer sur votre terrain. Mais l'important, c'est que vous n'y soyez pas fous lorsqu'on fait ça. Et lorsqu'on réussit ça, ben, on a déjà 3 quarts de notre travail de fait parce qu'au moins vous êtes en sécurité. Et là, après ça, ça va être de suivre de jour en jour qu'est-ce qui va se passer comme évolution sur la partie nord. Donc, ça nous amène à la fois aux questions. En fait, il y a 3 questions. Il y a 4 questions qui reviennent pas mal souvent quand ce sont des questions par des résidents, des agents d'immeubles, des futurs acheteurs. La première question qui revient souvent, même tout le temps, c'est la fameuse question: est-ce que les autres inondables peuvent être supprimés? La réponse, c'est non. Donc, quand l'autre inondable est décrété, le processus n'est pas réversible. En même temps, comme on montrait tout à l'heure avec tous les épisodes, le temps donne raison dans le sens que si l'épisode quasiment aux 2-3 ans, ben ça se pourrait que ça continue encore aux 2-3 ans. Donc, de cette façon-là, la MRC, dans le fond, ne peut pas revenir en arrière pour décréter, excusez-moi, une zone inondable. Question numéro 2, elle commence à venir de plus en plus souvent. Est-ce que le dragage peut être une solution pour enrayer le problème pour la rivière Montmorency? Ça, le dragage, en fait, ça se fait mécaniquement, c'est gratter le fond de rivière pour justement enlever les obstacles potentiels pour laisser passer la glace librement. Et la réponse, encore une fois, c'est non. Parce que pour le Montmorency, le fond de rivière est dynamique, c'est-à-dire qu'il est toujours en mouvement. C'est un fond de roche, donc les roches sont toujours en circulation. Donc, si je drague cette année, mais dans 2 ans, ça soit à recommencer. Donc, c'est pas vraiment une solution à court terme. Peut-être à court terme, excusez-moi, mais non pas à long terme. Donc c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau de faire ces travaux-là. Question numéro 3. Si j'ai besoin de bâtiments complémentaires sur mon terrain, si je n'en conforme. Donc, on s'appelle que tout à l'heure, je parlais qu'on nous a limité à un bâtiment complémentaire par terrain. Et ça, c'est en vigueur au niveau réglementaire. Et si on parle de des constructions qui ont été construites dans le passé, c'est sûr qu'il y a des petites évaluations à faire. Donc, la réponse à cette question-là, c'est pas nécessairement, parce qu'il faut valider les aides du student. Donc, c'est les droits acquis. Donc, il y a une construction dans le dossier qui nous montre que le bâtiment est construit avec un permis. Et ce qui est super important, c'est la construction des bâtiments principaux ou même complémentaires. C'est dans le fond, quand est-ce que le règlement est arrivé, puis tout ce qui est construit excusez-moi, antérieurement à ça, je vous dis droits acquis. Donc, si vous avez 2-3 bâtiments sur le terrain complémentaire, cabanon, une verrière ou un gazebo, ben, ça a été construit antérieurement à cette nouvelle réglementation-là, ben, il y a comme un droit acquis qui s'installe. Et la question 4, quelles sont les mesures d'utilisation? Comme je dis tantôt, je dis 2 fois ce terme-là. Donc, en gros, ce que ça veut dire pour le commun des mortels, c'est que quand je vois moi, quelqu'un, sa fondation est en piètre état, donc le droit acquis, un sol et tout qui est habitable, je le droit acquis, sa fondation commence à s'effriter, il faut qu'il fasse des travaux pour la mettre au jour, si on veut. Donc, s'il a fait ça, il y a 5 critères à respecter. Donc, il faut qu'il y ait aucune ouverture, fenêtre, sous-direct, pas d'accès, garage, etc. Mais peut-être atteint par la récurrence 100 ans. Donc, ce que Claude disait tout à l'heure au niveau des crues. La crue récurrence 100 ans, c'est une fois dans 100 ans, et ça peut être une importante crue. Donc, il n'y a aucun plancher du rez-de-chaussée ne peut être atteint par le cas de crue récurrence 100 ans. Tous les drains d'évacuation sont mis de capet de revenu. Pour toute structure ou partie de structure sise sur le niveau de la cote de crue 100 ans, il faut qu'il y ait une étude sur le produit démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en intégrant les calculs relatifs à la déperméabilisation, la salinité des structures, l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux de filtration et la résistance du béton à la compression et à la tension. Et pour les règles d'utilisation, on peut faire du renvoyage
Il doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et donc être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est privé. La pente moyenne du sommet du ouvrage, à la construction ou à l'ouvrage, protégé jusqu'à son pied, il ne devra pas être inférieur à 33%, c'est-à-dire une pente 1,3. Donc, on se rend à la question. Donc, si c'est des questions, on voudrait prendre le micro ici. Oui, j'aimerais savoir qui surveille la rivière quand ils font des constructions. J'aimerais savoir qui surveille la rivière quand ils font des constructions, qui permettent de faire une construction dans le bas du rapide, là, prendre plus que la moitié de la rivière pour faire une prise d'eau, que ça a causé un embarque, puis en arrière, ça a inondé de 10 pieds. C'est qui a permis de faire ça? C'est les ingénieurs qui ont permis de commencer ça avant que la glace descende. C'est quoi l'affaire? Il y en a qui n'ont pas mis le culotte, là. Ce que vous parlez de la prise d'eau, c'est la prise d'eau de Québec. Ou ce que c'est que tu appelles mécanique avancée, c'est la comment que ça où on a eu des problèmes en 2013. Alors, c'est sur surveillance du ministère de l'Environnement. C'est le ministère qui a donné son CA, son autorisation pour le faire. La Ville de Québec a fait des démarches nécessaires. Il faut comprendre, et là je ne l'excuse pas, je vous dis les faits, la Ville de Québec avait besoin de refaire sa prise d'eau. Elle allait choisir est-ce qu'on le fait en été ou est-ce qu'on le fait en hiver. Les recherches qui ont été faites par les scientifiques l'ont prouvé que c'était plus facile et plus sécuritaire de le faire en hiver que de le faire en été. Il était plus vulnérable en été qu'en hiver. Alors, le ministère va autoriser les travaux. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, pas du tout. Surtout quand l'embarque lâche, que les glaces descendent, c'est le moment le plus haut de la rivière. Oui ou non? Mais il devait en principe ne plus être sur la rivière à la départ. Moi, si j'aurais été ingénieur, j'aurais permis ça quand la rivière abaisse. Okay. Il n'y aurait pas eu d'inondation en arrière. La petite Bouchard a été inondée de 10 pieds dans la maison. Elle venait de faire des radous. Elle venait s'acheter 10 000 piastres de meubles. Tout est dans l'eau. Par rapport à ça. Ça ferait c'est quoi? Ils ne mettent pas les culottes ou quoi? Mais c'était la responsabilité du ministère d'autoriser. Ben, le ministère, là, moi, là, je l'ai de travers. Là, actuellement, là, le bord de l'île en champ terrestre, là, il touche au mur, là. Au 60, là? Ouais. Est-ce qu'ils ont fait le tour pour voir s'ils vont polluer encore des puits artésiens? On est sous surveillance sur cette zone-là, je crois. Il n'y a pas de surveillance, personne, il n'y a pas de surveillance, il n'y a personne qui a venir passer des tests dans les puits. Vous êtes supposé de passer des tests dans les puits, voir s'ils vont rester normal. Moi, j'ai du trouble avec ça, ça fait 2 ans et demi, là. Je connais c'est quoi qu'on parle. Pour le mur de Stelman qui sont en train de refaire, il n'y a pas de tunnelitage qui va être fait, c'est seulement les murs. Qu'est-ce qu'il y a que les ingénieurs ne savent pas, ils regardent dans l'air ou quoi? Il y a des veines d'eau dans ces montagnes-là. Ils ont bouché les veines d'eau par ce mur-là. Quand ils commencent à jouer dans le mur, les veines d'eau partent, ils traversent l'île en champ terrestre par en dessous, qui polluent les puits. Moi, quand ça ne travaille pas là, mon eau est belle. Mais là, elle n'est pas belle, là, mais avant ça, elle était belle. Mais aussitôt qu'il bougeait quelque chose, on avait de quoi à l'île. C'est quoi l'information pour répondre de façon plus complète? C'est que les travaux, ils ont fait oui, mais le but, c'est changer la conduite primaire qui passe sur la métallurgie parce qu'elle n'était pas assez grosse. Son diamètre n'était pas assez important. Fait que le but, c'est de la faire le mur. La grille du haut va disparaître parce que la grille n'était pas assez importante pour prendre l'eau qui arrivait du secteur Valmont. Et on va aussi le ponceau. Dans le fond, ils font même des travaux qui ont fait 3-4 ans. Ils ont causé aussi le diamètre du ponceau qui va traverser la Saint-Léger. Mais c'est le même cours qui arrive de Valmont qui va traverser la Saint-Léger. Vous, M. Boutin, c'est de là de le dire. Vous avez fait votre job. Mais ceux qui étaient en arrière ne faisaient pas le job. À toutes les fois que je vous ai demandé de venir chez nous, vous avez pris des photos, vous êtes au courant de ce que ces gens duraient? Oui. Bon, ça fait pourquoi que je suis fâché? C'est encore pareil, là. L'environnement, on parle d'environnement. Quand on parle de la rivière, l'eau qu'on parlait, la calotte glacée de la rivière, là, ça c'est complètement faux. La rivière, avant ça,
elle gelait l'automne, elle gelait le printemps. C'est le fond de la rivière qui gelait. Et lorsque l'eau descendait, elle passait par-dessus les glaces qui se trouvaient trop hautes avec les glaces. Ça embarquait sur l'île. C'est ça le trou de la rivière. Mais là, cette année, il n'y en a pas eu. Depuis 3-4 ans, il n'y en a pas. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il mouille en plein mois de janvier, puis il mouille en plein mois de décembre. Ça fait la rivière, je gèle pas. Je l'ai checké tout l'hiver, la rivière, moi, à trois endroits ici. Elle était clean jusqu'en bas. Ça, c'est quoi? Il n'y aura pas, mais il va y avoir de l'eau, hein. Parce que toutes les terres basses qui ne fournissent pas, avec eux, cette eau-là qui descend, ça fait des inondations. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Michaud? Non, c'est pas mal, pas mal de... Bonjour, mon nom est Claude Giguère, je suis propriétaire du 62-63 des Pins, la pointe de l'île. Bon. Tout à l'heure, j'entendais, la première question que je voudrais vous poser, c'est concernant les tableaux que vous avez montrés, du début à la fin, les droits, les non-droits, et ainsi de suite. Est-ce que c'est possible de se procurer ces règlements-là? Oui, en fait, tout ça, c'est dans notre règlement de tournage en VR. Si vous voulez, je pourrais voir à la fin de la ligne directe pour avoir accès à ces règlements-là. Puis en même temps, ce que je tiens à vous dire, c'est que dans le fond, je fais une élimination de ce qui est permis pour ce qui est du domaine résidentiel. Il y a beaucoup de choses qui est permis de faire, les gens agricoles, tout ça, mais si ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas aussi. Fait qu'en fait, ce que j'ai sorti du règlement, c'est ce qui me concerne directement. Dans le fond, le règlement de tournage est accessible pour tout le monde. Fait que si vous voulez à la fin de la séance, venez me voir, je vous dirai OK. Deuxième question, c'est que étant propriétaire du 102, 103, c'est la pointe en réalité. C'est nous qui reçoit tout de suite les affaires, c'est le camping. Là, qui, bon, ça fait 43 ans qu'on est là. Avec un monsieur, je suis d'accord avec lui. Quand il y a des inondations, ils sont causés par la descente des glaces. Okay? Les années où il y a eu des grosses descentes de glace, c'est là qu'il y a eu des grosses inondations. Parce que je me souviens très bien, en 96, c'est que les glaces partent d'en haut et descendent et bloquent à l'île Enchanteresse. C'est là que l'eau monte. Parce qu'en 96, au printemps, à peu près d'une date qu'on est ici, il y avait, quand on embarquait sur les glaces sur le côté, il y avait 40 pieds de profond. Je me souviens très bien de ça, le fond de la rivière par rapport au-dessus des glaces. Alors, c'est là qu'il se produit des grosses inondations, ça, je suis d'accord avec lui. Puis, depuis les dernières années, on n'a pas eu. Là, en fin de semaine, on a passé très proche. Hein? Et y a-t-il une différence pour vous entre une inondation avec couvert de glace ou pas de glace? Avec une inondation avec un couvert de glace, on a plus de difficultés à comprendre le phénomène qui va se produire. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir des prises d'ampleur? Puis est-ce qu'il y a à quel moment les ampleurs vont céder? Quelle sera la pression hydraulique qu'on aura besoin, la quantité d'eau dans le fond qu'on aura besoin pour faire bouger ce mouvement-là? À l'eau claire, on n'a pas ce problème-là parce qu'on est capable de la suivre. Parce qu'on a des données du ministère à toutes les 15 minutes du niveau de la rivière. On a été en mesure de voir le degré que l'on connaissait. Parce qu'en fait, c'était tout à fait nouveau. On savait que 575 mètres cubes seconde nous amenait graduellement des problèmes. Par exemple, sur les Enchanteresse, on arrivait à la hauteur des Pins. Là, on a eu en fin de semaine 611 mètres cubes seconde, ce qui n'avait jamais été répertorié. Alors là, ça nous a permis, avec les photos qu'on a déjà vues, et dans votre secteur où j'ai vu les photos, regarde, on a eu des percées d'eau. Alors, si on avait eu une croissance tout le temps, si on avait monté, je vous donne 6,25, 6,50, on va spéculer, là. C'est sûr qu'on avait de l'eau à une grande partie des Enchanteresse, mais qui était de l'eau à l'eau claire
Alors, ce qui faisait que, par contre, on aurait eu des sols qui avaient été inondés, mais pas de prix de glace puisqu'on n'en avait pas. C'est plus facile à analyser un couvert de glace, pas de couvert de glace. Tout à l'heure, là, j'entendais que moi, la pointe de l'île, là, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être, là, j'ai en loin une pépine, là, j'ai augmenté la pointe en réalité. Pas tout le terrain, pas tout mon terrain au complet, mais seulement que la pointe, de façon à se protéger, justement, quand il y a des descentes juste de l'eau, là, pas la glace, parce que la glace, elle la passe au travers des pierres, puis regarde, bon, on a remonté sur notre terrain dans nos cabanes, puis... mais est-ce que c'est possible encore? Parce que là, en fin de semaine, ça l'a passé au travers des pierres, puis ça l'a lavé une partie du terrain. Mais une chance que je l'avais déjà remonté un peu, parce que sans ça, le terrain aurait été lavé et ça s'aurait rendu quasiment dans les rues. Fait que si c'est permis, je referais encore la même affaire, mais leur montrer sur peut-être 20 pieds de chaque bord de façon à protéger le terrain. C'est-tu permis? Je sais qu'il ne faut pas aller jouer. À ce moment-là, on ne va pas jouer dans l'eau. On fait juste prendre la pierre puis faire un muret. Puis à ce moment-là, ben, ça protège du courant. Ça n'empêchera pas l'eau d'entrer des fois, mais ça protège du courant. Maintenant, je peux vous répondre sur autre chose à considérer. Parce que oui, il y a les normes pour l'inondable, mais aussi il y a des normes applicables pour les vents des graines. Puis les deux vont un sans l'autre. Fait que si je permets de quoi, ça, c'est ce que vous pouvez faire, exemple, et conforme aux inondables, conforme aux vents des graines. C'est pour ça qu'il y a d'autres choses à réaliser. Fait que je vais prendre votre requête, puis je vous rappelle durant la semaine pour la réponse finale. Puis il y a un autre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je me souviens très bien que le ministère, dans ce temps-là, des ressources naturelles ou quelque chose de même, avait envoyé de la machinerie et avec des béliers mécaniques pour remonter la pierre sur les berges, entre autres dans notre bout, puis tout, de chaque côté. On avait remonté on avait creusé la rivière. En fait, c'est ce qu'on appelle du dragage. Dans le fond, je parle de dragage, en gros, c'est commencé à prendre le fond du rivière, puis le remonter les berges. J'ai très bien compris l'intervention aussi qui disait que ça pouvait se faire, mais par contre que c'était comme si ça ne servait pas à grand-chose parce que ça remplissait au fur et à mesure. C'est comme un plaster. À court terme, ça peut faire le travail, mais à long terme, ça va se remplir. Parce que c'est pas une rivière sur un fond de roc, c'est tout les cailloux. Le caillou qui est à la rivière descend tranquillement, puis même quand il parle de cru, comme je vous disais, en tournant des roches, comme une sur l'autre. Je vous dis que le fond de rivière, il peut être tout le temps en mouvement. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être en haut. Maintenant, pour ma première question, là, je crois que ça serait pertinent pour les gens qui demeurent sur l'île d'avoir de la documentation, de savoir c'est quoi le droit, c'est quoi qu'ils n'ont pas le droit. C'est quoi que tu peux faire, c'est quoi que tu ne peux pas faire. Ça serait très bien de la part de la ville de au moins avoir ces documents-là, de savoir, ben, regarde, je ne vais pas border, je n'appelle pas à la ville pour rien, je sais que c'est marqué. OK? Ça serait très bien. On pourrait se servir de la présentation ce soir pour... Je vous remercie. Merci. Bonsoir. Mon nom est Caroline Plante, j'habite au 46 rue des Pins. J'ai quelques questions à vous poser. L'île Enchanteresse, moi, ça va faire 9 ans que je suis là. Je suis arrivée au mois d'août 2005. On m'a parlé d'une zone sinistrée. Est-ce que c'est le cas sur l'île Enchanteresse? Est-ce qu'il y a zone sinistrée et zone inondable, ou zone sinistrée veut dire zone inondable, ou zone inondable sans zone sinistrée? Très bonne question, on s'en regarde tout. C'est ça.
En fait, zone sinistrée au niveau réglementaire, ça n'existe pas. Les zones sinistrées, c'était plus une question de mots, d'évaluation, d'interprétation. Les zones sinistrées, pour nous, Ça veut rien dire. ouais. C'est égal à zone inondable. Ben, en fait, ça dépend, c'est ça. Ça dépend de la personne qui parle. Moi, je pense que zone sinistrée, ça devient sinistré s'il arrive quelque chose là, dans cette... Ben, il y a eu une maison qui est partie en 92. Ouais. Est-ce que là, c'est zone sinistrée et le reste, c'est zone inondable? Est-ce qu'il y a un zonage à ce niveau-là? En fait, zone sinistrée, en tout cas, pour ma part, ça peut être propre à chacun de nous autres. Une zone sinistrée, comme on sait, donc, j'ai entendu une affaire, c'est la zone sinistrée, ben, toutes les maisons qui sont parties, là, c'est une catastrophe, là. Alors, c'était juste pour faire la différence entre les deux zones. Si tel est le cas sur l'île, il me semble qu'on ne sait pas. Peut-être Mais ça n'existe pas. ça n'existe pas. Ça serait peut-être juste au niveau des assurances. Probablement, Oui. des assurances ou peut-être M. Côté pourrait répondre à ça. Est-ce qu'au niveau du ministère de la Sécurité publique, ils ont quelque chose à ce niveau-là, zone sinistrée? Est-ce que c'est eux qui le décrètent? Je croirais que je viens à la même possibilité. Lors d'un décret, on va prendre les endroits qui ont été sinistrés. Ah. Et c'est de là que vient, ce que vous avez probablement entendu, la zone sinistrée. C'est l'endroit où on a eu des dégâts, où on va pouvoir appliquer le décret. Et là, on dit, écoute, donne-moi les autres qui ont été sinistrés. Alors, on fait référence aussi à l'incendie, là, c'est ce qu'on vient de dire. On va dire, écoute, on a un sinistre, on a une problématique et c'est localisé. À vous dire, ce que je n'ai jamais entendu, que l'île Enchanteresse est zone sinistrée, non. Par contre, lors d'un décret, on va probablement définir des endroits qui ont été les plus touchés. On va dire, je suis capable de me donner des endroits qui ont été le plus sinistrés. Et l'endroit où il y a des dégâts, où on va les analyser, exemple. Et c'est là que vous allez entendre probablement le mot sinistré. Une zone inondable, ça, dans les lois du ministère, c'est connu. Merci. Suite aux crues qu'il y a eu en fin de semaine, est-ce que ça aurait pu être évité le 611 mètres cubes seconde par des pelles qui ont été ouvertes un peu plus haut? Les pelles que vous avez entendues n'existent plus. Parfait. On vient ramener un folklore de bien des années. Dans les années 70, on entendait parler de ça et c'était au lac des Neiges. Et c'était une manière de régulariser le niveau de la rivière pour faire descendre du bois. Pour moi, je me rappelle, les grands-parents, ils me disaient, regarde, il va descendre du bois. Puis on le savait, il y avait des heures précises. Alors là, on faisait jouer avec le sujet. Maintenant, d'autant plus avec la nouvelle loi du ministère, suite aux inondations du Saguenay, les endroits où c'était naturel, on a demandé de le mettre fixe. Alors, au lac des Neiges, vous avez une digue qui est fixe, qui n'est pas mécanique, qui n'est même pas en béton, mais qui est de l'enrochement, qui fait que le débit se règle de façon naturelle. Pour répondre à votre question, 611 mètres cubes ne devait pas se prévoir. C'était le pire temps, parce que dans les statistiques qu'on a, pour la fin de semaine, on a reçu 78,5 mm de pluie en 5 heures. Et là, on combinait à une fonte qui était déjà présente. Parce qu'on avait 135 mètres cubes dans la rivière en fonte. Alors, prenez ça, ramenez-vous ça. Ça nous a donné pour environ 4 heures, jouant entre 590 et 611 mètres cubes secondes qui passaient. Si éventuellement, une occasion, c'est pas une occasion, mais en tout cas, un événement de la sorte pourrait se produire dans une période de dégel, exemple au mois de janvier. Est-ce qu'on a pensé à des mesures, parce que là, on l'a vu 611, on peut très bien voir 650 au mois de janvier quand il mouille. On ne sait pas, s'il mouille dans le parc. Est-ce qu'on a été chercher des actes qui pourraient être éventuellement beaucoup plus amplifiés à des périodes où, en janvier, habituellement, depuis une couple d'années, la débâcle se fait là au mois de janvier. Heureusement, parce que moi, cette année, j'étais certaine qu'il était pour se passer quelque chose, justement, parce qu'en janvier, on n'a pas eu. Donc, la rivière, moi, en arrière de chez nous, je suis quasiment dans la rivière, je suis à 10 pieds de la rivière. Là. Donc, elle n'a pas gelé à 100%, il y a toujours eu un filet dans le milieu, alors qu'en 2008, quand ça a levé, il n'y avait pas de filet.
Alors, la nappe a glissé. Si la nappe avait été telle quelle au mois de mars ou au mois de mai, on ne serait plus là personne. Une chance qui a mouillé au mois de janvier. Si ce qui est arrivé là, que le parc dégèle en même temps que la rivière dégèle, on va avoir une crue encore beaucoup plus importante que 611 mètres cubes, avec l'éventualité des glaces de je ne sais pas combien de pieds de haut. Votre question, c'est quoi? La question, est-ce qu'on a envisagé Oui, il y a des modélisations, justement, le comité de bassin-versant sur lequel siège M. Jean-Philippe Lemieux, ainsi que moi-même et M. Côté également. Hein? Il y a des modélisations qui sont... On peut dire que l'année 2014, on a le rapport, c'est ce qu'on anticipait. Ce que vous avez dit, là, c'est ce qu'on visionnait. La problématique qu'on savait, qu'on connaissait était l'épaisseur de glace. Ça, on la connaissait. Ça, on savait qu'on avait une résistance importante. Là, il fallait jouer le jeu, à savoir maintenant quels seront les débits. On a été très chanceux, les débits se sont étirés. Si vous vous rappelez bien, pendant une semaine et demie, on disait on va avoir de la pluie, on va avoir de la pluie, on n'avait pas de pluie, on n'avait pas de pluie. Pendant ce temps-là, on fondait. Parce que le couvert de glace se fait irriguer par-dessous. Alors, on l'a réussi. Ce qui a fait que lorsqu'on a eu des débits. Mais pour répondre à votre question, lorsqu'on est en période hivernale et qu'on a de la pluie, on a deux phénomènes qui vont se produire. C'est qu'on a un phénomène de percolation. La neige qui est au sol va la boire. Et si la température vire vite, cette pluie-là va rester dans la neige. Alors, on ne la verra pas en faire. Et pour l'expérience que j'en ai, passer 40 mm de pluie en hiver, on n'a pas vu ça souvent. Mais le phénomène et la neige qui nous donne une chance. Si vous voulez, là, c'est ça un petit peu différent. On a plus de risques au printemps qu'on va en avoir nécessairement l'hiver pour la tombée de pluie qu'on va recevoir. Votre réponse m'amène à une autre question. Est-ce qu'on va être avisé, puisque vous le saviez qu'en 2014, on était pour avoir une crue plus importante qu'habituellement? Nous, moi, en tant que résident, je ne sais pas les autres, mais moi, en tant que résidente, je n'ai pas eu, je l'ai vu par moi-même, par expérience, mais je n'ai pas été avisée par la municipalité qu'en 2014, on était à risque d'avoir des pluies, en tout cas. Je vous dirais que, par mesure de sécurité, je ne peux pas vous la... Là, je suis pas fait facile, là. Ben oui. C'est fini. Alors, je ne peux pas vous amener parce que j'ai une crédibilité aussi à conserver à vos yeux. Alors, je ne peux pas vous amener en disant que ça va être la catastrophe, ça ne se produit pas. L'année prochaine. J'aime mieux que ça ne se produise pas. Par contre, je vous ai fait envoyer 3 communiqués dans le cas des Enchantresse et dans le cas des autres secteurs, ce que je n'ai jamais fait. En vous attachant, vous avez fait attention. Il faut vous dire qu'on était, comparativement aux autres années, 3 semaines en surveillance intense sur le Montmorency, ce qu'on ne fait pas normalement. Parce que là, on anticipait, là, on dit on va être prêt. Et on va être prêt à vous demander de sortir parce qu'on le voyait lui. Finalement, on était comme une période chanceuse. Oui, on a été chanceux. Moi, en fin de semaine, j'ai eu, vous êtes sûrement au courant de la situation, j'ai eu un glissement de terrain chez nous. J'ai un glissement de terrain. Vous êtes venu? Mais pas. Non, je ne vous ai pas vu. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est que du monde soit au courant de la situation. Et je ne croirais pas que ce ne soit seulement que sur l'île Enchantresse dont les rives sont menaçantes ainsi. Moi, que les miennes, bon, je suis très près, là, ma maison est vraiment proche de la rivière, je le savais au moment où j'ai acheté, je savais tout ça, je savais que les conséquences étaient que mon terrain s'effrite et non, la rivière va venir manger. Là, c'est arrivé. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. En tout cas, c'est arrivé. Bref, tout ça pour dire que je m'inquiète au niveau des autres aussi, des autres riverains qui ont la même situation géographique que la mienne. Soit dit en passant, j'ai 10 pieds ou la rivière, puis on monte au village et il y en a plein d'autres qui sont comme ça. Est-ce qu'il y a des mesures? Là, on m'a dit cet après-midi que je pouvais faire du remblai avec la roche du dynamitage qui se fait dans le nouveau développement. On m'accorderait le permis de le faire avec mon voisin, en l'occurrence, parce que lui, il a vraiment perdu un bout de terrain. Est-ce que la municipalité peut s'embarquer dans un projet de la sorte, mais non seulement pour l'île Enchantresse, mon secteur, parce qu'en fait, on est 3 maisons, dont la maison ici qui risque peut-être d'être impliquée aussi. Elle ne l'est pas pour l'instant, mais peut-être qu'éventuellement aussi, c'est à compter. Est-ce qu'on va faire ces rénovations-là juste pour 3 maisons
ou si, parce que la rivière passe dans le village, passe partout, à Sainte-Brigitte, est-ce que vous avez pensé, pour pas que ça arrive à d'autres citoyens que moi c'est par expérience, c'est mon expérience que je veux véhiculer à tout le monde, ça serait important de sécuriser les berges encore plus que ça. Il y en a qui sont beaucoup plus hauts que moi. Là. Dans votre cas, Oui. ce matin, Oui. j'ai mandaté le ministère qui va probablement revenir demain matin avec un technicien et un ingénieur. J'aurais aimé ça le savoir. Ben, c'est parce qu'il fallait commencer à faire la démarche et avoir l'autorisation du ministère. On l'a eu à 4 heures de l'après-midi. OK. Où on nous a confirmé, oui, on va vous envoyer quelqu'un. Parce Alors, que cette les personne-là va venir nous confirmer les possibilités de travaux qu'il y a à faire. Quelles sont les recommandations que l'ingénieur nous suggère pour stabiliser votre berge et mettre en protection votre propriété et celle de votre voisin aussi. Parce que moi, je suis prête à défrayer des coûts là-dessus, mais est-ce que la municipalité embarque avec moi là-dedans? Et ça, c'est pas mon Est-ce que problème. vous voulez dire, est-ce que la municipalité embarque avec vous là-dedans? Bien, parce que c'est une question de rive. Non, Et non, c'est mais pas parce juste- que la question que je vous pose, qu'est-ce que vous voulez comme implication de la municipalité? Soit une implication financière, de partager les coûts, parce que tout le monde est impliqué là-dedans. Je considère que oui, mon terrain est privé, oui, mes berges sont privées, mes arbres sont privés. Par contre, je suis dans une municipalité, et si l'île Enchanteresse n'avait pas été habitable, je pense que ça ferait longtemps qu'ils l'auraient fermé, qu'ils nous auraient enlevé de là. On est encore là. J'espère qu'on va l'être pour longtemps, parce que c'est un secteur vraiment paisible, où il fait très bon de vivre. Et les berges qui sont appelées à Sérier, et ce, tout le long de la rivière Montmorency, j'imagine que si moi je défrais des coûts pour ça, puis tout le monde en défrait, est-ce qu'il y a un rapport de taxe qui va venir jouer? Est-ce que vous êtes partant pour une certaine partie des frais occasionnés à ça? Moi, je le sais qu'il va falloir que je paye pour ça, ça ne me dérange pas. Mais s'il y a une contribution conjointement avec la municipalité, et ça pour toutes les rives, non, en tout cas, je ne sais pas, là, c'est une idée que je voulais. Toutes les rives, je pense que. Ben, en tout cas, les propriétaires. Les textes qui vont avoir après, là, tu sais, c'est beau là, d'avoir des demandes comme ça par rapport à la municipalité, sauf vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes installé dans une zone que vous connaissiez, à votre connaissance, c'était inondable. Donc, moi, je me verrais mal d'imposer une taxation supplémentaire à des gens qui sont installés, exemple, en montagne ou ailleurs, pour des situations en zone inondable. Vous comprenez, là, la situation. Donc, moi, je ne vous répondrai pas à l'engagement, tout ça, je ne vous répondrai pas là-dessus. Qu'est-ce que la ville ou les ministères peuvent faire à ce niveau-là? Sauf qu'à un moment donné, c'est certain qu'on va le faire, mais dans un cadre légal, dans le cadre où on peut intervenir. Hein? C'est sûr qu'une ville, il faut qu'on agisse en fonction du cadre légal où on peut aller. Suite à ça, il y a eu des travaux qui ont été faits. Vous nous avez passé la ligne d'égout, tout, là, l'aqueduc. Vous avez passé ça, là, à nous autres. Moi, quand je suis arrivée en 2005, mes taxes étaient de 1400. Sous la super gouvernance de la mairie Vallée, on a eu une majoration de quasiment 22%. C'est correct. Je comprends qu'il n'y avait pas de grosse bannière à l'époque, il n'y a personne qui pouvait venir prendre l'impact de la majoration des coûts. Maintenant, tout le monde a de l'eau, la ville, nous autres, on est encore appuyés, on n'a aucun service, mes taxes sont encore au même niveau qu'à Beauport, et je n'ai aucun service de la ville. Ça, quand vous êtes passé, je pense que c'est vous qui étiez passé chez nous, j'en ai parlé de ça. Est-ce qu'il y a éventuellement un gel de taxes pour nous autres, qui n'a aucun service, qui devrait en principe payer moins cher pour ça, mais on ne paye pas moins cher, là? Cette année, il y a eu un gel de taxes. Pour tous les résidents de Sainte-Brigitte? Oui. Ben, c'est ça, nous autres, à l'île, mais tous les résidents de Sainte-Brigitte, ils ont de l'eau, eux autres, puis ils ont tout. Ils ont un service d'égout, ils ont tout. Nous, on n'a rien. C'est pas des zones partout à Sainte-Brigitte. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les puits, des champs d'épuration. Est-ce que c'est considéré dans le rapport? Vous ne payez pas de taxes pour l'eau non plus. Vous n'avez pas de taxe d'eau supplémentaire, ni de taxe d'égout, là. Hein? Vous n'avez pas ça sur votre compte de taxes. Non, je sais pas ça. Mais j'espère que ça n'augmentera pas. Desservis,
au même titre que tout le monde qui est desservi. Là vient ma question. Oui, mais là, c'est une question d'évaluation. Probablement, je ne sais pas votre maison comment elle est évaluée, mais ça, c'est une question d'évaluation du secteur demeuré. C'est plus à ce niveau-là. Je pense, de toute façon, au niveau de l'évaluation, l'évaluateur doit considérer que votre maison est située dans une zone inondable. Dernière question. C'est quoi l'avenir de l'île Enchanteresse pour Saint-Louis-de-Laval? Ben, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Écoutez, il y a vous avez vu l'historique de tout ce qui est arrivé, tous les événements qui sont arrivés là, à l'île Enchanteresse. Puis, c'est certain que nous, on est en début de mandat, ça fait 6 mois qu'on est en poste. On regarde tout ça, puis on se pose la question, oui, effectivement, quel est l'avenir? Je pense qu'on a la même question que vous, donc je ne peux pas vous y répondre ce soir. Mais vous y pensez? Mais oui, OK. c'est une préoccupation Et on va être importante. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ça ne sera pas là. Je m'excuse, mais j'avais plein de questions. C'est juste pour donner l'information. Vous avez tenu des statistiques au niveau des embarques puis des débordements d'eau. Et je peux mentionner à madame que moi, là, depuis 40 ans que je suis là, la période entre le 15 mai et le 25 mai est très dangereuse pour les débordements d'eau, pas la glace. La glace est partie. Mais il reste, comme il est arrivé en fin de semaine, il reste de la neige dans le parc, dans les montagnes. Le sol est saturé d'eau. Et si on annonce automatiquement, là, si on annonce comme en fin de semaine, là, des 40, 70 mm de pluie dans un laps de temps très court, c'est très dangereux à chaque année. Ça, là, entre le 15 de mai et le 25 de mai. Parce que nous, là, on l'a vécu chaque fois qu'il y a eu mettons que la nature s'est comportée de cette façon-là, on a eu des débordements d'eau. Et madame, c'est vous qui représentez la ville? Justement, il disait, tout à l'heure, elle parlait de question de service. Oui. Là, présentement, là, on est rendu au mois de juin, puis le balai n'a pas été passé encore dans les rues. Là, c'est encore plein de cailloux puis de sable. Franchement, là, on essaye de garder ça beau, oui, parce que c'est un site de toute beauté. Fait que, de temps en temps, vous feriez votre part, là, puis, hein? Merci d'avance. Bonsoir, Lise Lagacé, 37 rue des Deux-Rapides. Moi, je voudrais savoir, c'est une résidence secondaire que nous, on a. Je voulais savoir si on est dédommagé au cas où il y a un incendie, mais on ne l'est pas s'il y a des glaces. Je voudrais savoir c'est quoi la raison qui fait qu'on ne peut pas reconstruire si c'est les glaces, mais on peut reconstruire si c'est du feu. Au niveau des droits acquis? Oui. Oui. Ben, en fait, c'est que la volonté, c'est sûr qu'à long terme, comment que le ministère, le MRC voit ça, c'est que si là, nous on a par envers, c'est que s'il y a des obstacles des envers, ben, à quelque part, il faut qu'ils disparaissent. C'est pour ça que c'est comme si votre maison est dans une zone, potentiellement un obstacle aux glaces, donc l'écoulement des glaces, l'écoulement de l'eau. C'est comme cette plate à l'entendre, c'est si votre maison n'est pas d'affaires là. Donc, c'est de cette façon-là que c'est véhiculé. Donc, c'est ça, c'est démoli par les glaces, c'est terminé, parce que vous êtes dans une zone propice à ça. Donc, j'ai de misère à expliquer ça de toute façon. Mais considérant que nous, les assurances ne paient pas de toute façon d'un côté ou de l'autre, c'est pour ça que je comprends mal que si c'est un incendie, je peux reconstruire, mais si ce sont les glaces, je ne peux pas reconstruire. Parce que de toute façon, moi, les assurances ne me payent absolument rien. Parce que c'est une résidence secondaire. Même pour le feu? Ben, pour le feu, je peux reconstruire. Là, j'ai le droit. Là, ce que vous me dites, j'ai le droit.
Par contre, moi, je me souviens, il y a 48 ans, quand on a été inondé, le deuxième voisin, le chalet complètement parti. Je me dis, bon, on est susceptible que ça puisse nous arriver si on continue à avoir des inondations comme ça. Alors, ma question suivante, si vous me dites que non, j'ai pas le droit, mon autre question, ça serait, bon, si je décide de lever mon chalet, quelle est la hauteur que je peux avoir? Ben, la seule façon pour peut-être de lever, c'est pour le lever sur la côte de crue. Mais je ne peux pas faire le deuxième étage. Dans le fond, c'est de soulever le bâtiment pour le mettre plus haut. Oui, mais là, il est déjà sur pilotis, là. Okay. Mais je me dis, de quelle hauteur je peux monter pour, même si je ne mets pas un étage en dessous, là, de quelle hauteur je peux mettre des pilotis pour me surélever? C'est une bonne question. Je ne peux pas vous répondre à ça, je n'ai pas d'informations supplémentaires. OK. En fait, ça serait par rapport à la cote de crue. Ça fait encore décider que la cote de crue, je ne sais pas moi, c'est 2 pieds. Ben, il faut lever 2 pieds au-dessus, ben, en tout cas, vous levez plus haut que la cote de crue, tout simplement. OK. Donc, ça veut dire que pour ça, il faudrait que je vous téléphone. Ouais, pour avoir des réponses. Parce que je suis à la ville de la ville, un petit peu plus loin. Il y a un chalet que je pense de 45. Moi, je suis 37. OK. Vous, c'est le chalet de Brun, c'est ça? Blanc et brun, oui. Oui, mais je pense que votre voisin, lui, bleu. Oui. Bon, ben, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a soulevé sa maison au niveau de la cote de crue. Ce qu'il a fait, il a fait le rendu minimum que j'ai parlé tout à l'heure, prendre un dans 3, pour le lever juste un petit peu plus haut, pour pas que son plancher de rez-de-chaussée soit accessible par la crue de 100 ans. Fait que c'est pas à faire des travaux du genre, parce que peut-être de le lever, on dit que votre voisin, il l'a fait là. Parce que j'ai l'impression que je suis plus haute que lui, fait que c'est pour ça que... Ah, du coup, ça peut être en fait, c'est que vous, par rapport à l'autre, c'est que le chemin descend un petit peu de pas beaucoup, mais si on tirait une ligne droite, là, je suis sûr que c'est pas mal. OK. Puis ma dernière question, en parlant de service tantôt, ça m'a allumé sur un autre service. L'an passé, on a perdu le droit d'avoir le camion de vidangeage qui passe dans la rue, parce que la rue est problématique, et elle l'est encore plus depuis la fin de semaine. Je me dis, on avait parlé d'avoir des bacs plus grands et tout, mais je regarde encore en fin de semaine, on a des bacs peut-être plus grands, mais en fin de semaine, il y avait déjà plus de place pour mettre les déchets. OK. Donc, si on n'a pas les services, y a-t-il un autre moyen d'avoir des bacs plus bas dans la rue? Je ne sais pas si ça peut se faire. Le gros problème, c'est le camion. Le camion, maintenant, ne recule plus dans les sorties privées. Ça prend un bon rayon pour justement gérer avec son camion. C'est pour ça qu'il ne recule plus dans les sorties privées. Et donc, il n'entre plus non plus de reculons comme justement la portion de rapide. Il ne peut pas rentrer de reculons-là. Parce que s'il fait ça, il circule dans les sorties privées, il peut utiliser le pavage, il peut utiliser tout ce qui peut être sur son passage. Fait que ça prend un bon rayon d'action pour que le camion puisse manœuvrer adéquatement. Puis la place qui est retenue, c'est la façon des boîtes postales. Okay. Parce que dans le bas, le camion de Mme Poulin, il n'y a pas assez de place non plus pour ces conteneurs-là. Ça serait idéal parce que ce n'est pas à la vue du grand public, donc effectivement votre usage exclusif, il n'y a pas de place pour le camion. C'est malheureux. À ce moment-là, est-ce que ça va être possible d'en avoir 2? Ben là, si vous avez là, je vois, mais finalement, c'est plus virtueux. Parce que dimanche, j'étais plein. Mais tellement, il y avait des trucs qui n'avaient pas la parole au niveau de construction, ça part comme ça. Là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas fait le décompte, là. Okay. Mais non, je n'ai pas été voir, mais je vous dirais que les sacs, ça dépendait. Je vous dis ça parce que c'est un point problématique. Un point de vue qui est problématique. Puis dans l'année passée, on demandait aux gens justement de délater ce genre de petits-là parce qu'on sait que les entrepreneurs ont fait le job, pas de rencontre, oups, évite d'avoir des récoltes, puis surtout chez du après. Mais je ne penserais pas parce que c'était des sacs, c'était pas des. OK. OK. C'est bon. Merci. Bernard Guillot, 166 des Roms. Bernard Guillot, 166 des Roms. Pour l'évaluation, nous autres, on est handicapés là, avec la rivière. Puis les ministères, ils aimeraient ça qu'on parte de là. Si on peut partir à la rivière, puis qu'on soit là, ils vont comme être contents, ça va faire l'affaire de tout le monde. C'est à peu près ça qu'ils n'étaient pas capables de nous dire tantôt. Je pense
Tu le pensais? Non, mais je pense à ça, mais ça, je le dire de façon différente, c'est que, dans le fond, on sait qu'il y a un problème. Il y a déjà une zone à problème. Fait que pour le feu, dans le fond, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Mais vous êtes dans une zone où il y a déjà une ligne historique. Il y a déjà de quoi, il y a déjà de la substance pour dire que ça se peut qu'il y ait un problème. C'est pas même plus probable qu'il y ait des gaz de la maison que le feu. Ça, c'est en fait, si vous le réalisez de cette façon-là. Ben, en tout cas, nous autres, les riverains, on est pas mal tout au courant de ça. Là, mais il reste que, pour l'évaluation, c'est un handicap. Mais ça ne paraît jamais sur notre compte de taxes. Notre terrain, il monte toujours en évaluation d'année en année. Mais d'année en année, c'est des handicaps. C'est ça qui n'est pas pris en ligne de compte. Tu sais, mon terrain, moi, il est évalué là, depuis 30 ans que je reste là. Il a monté en hausse. J'en fais de moins en moins. J'ai été capable de l'agrandir, mon chalet, il y a 25-30 ans, puis aller jusqu'à 15 ans. Mais là, elle oublie tout ça. Là. Puis je suis même plus capable de réparer le terrain. Puis, mais c'est pas tenu compte. Puis les évaluations là, sont venues là, pour évaluer. J'en ai parlé à la petite fille. C'est une fille là, qui a passé. Bon, elle dit plains-toi. Si tu trouves ça coûte trop cher, vas-y te plaindre. Mais là, on arrive là, je n'ai pas été me plaindre. Là. Mais de l'évaluation. Ouais. Mais je vais t'écouter, c'est-tu pris en considération, là, cet handicap-là? J'ai un de mes voisins, là, il veut le vendre, son terrain. Mais là, le camp, c'est fini. Alors, mais là, ça vaut rien en réalité. En fait, pour la contestation, comment ça fonctionne, c'est quand vous avez votre compte de taxe, le premier compte au mois de janvier. On joue une feuille explicative, là, mettons, expliquant les différents taux et tarifs, dans laquelle on spécifie aussi pour les contestations. Quand vous avez votre compte de taxe, vous avez 60 jours pour envoyer votre contestation à la MRC. Parce qu'il y a la MRC qui mandate la compagnie d'évaluation qui est la firme Atus d'Ordre. Donc, si contestation se fait à même la MRC. C'est une année, je vais l'essayer, parce que moi, je trouve ça trop cher. Vous avez raison, M. Contesté. Écoutez, ce que monsieur pourrait vous dire, c'est que c'est politique, ce dossier-là. OK? Si vous posez toujours des questions aux fonctionnaires, il va toujours répondre des règlements, c'est ça. OK? Il faut parler à madame aussi, qui est la mère. On dit la mairesse ici, mais en France, on dit madame la maire. OK. Alors, le dossier est politique. Il faut demander à madame de nous défendre auprès de la MRC et auprès des évaluateurs de la municipalité. Vous mandatez des gens pour évaluer, donc vous devez leur dire, écoutez, ce secteur-là, c'est un secteur inondable, vous ne devez pas les évaluer comme un autre secteur, comme en montagne. Comprenez ce que je veux dire? Il faudrait justement le vérifier. Peut-être que c'est déjà fait, peut-être que c'est déjà évalué en fonction du risque. Non, c'est jamais dit. Moi, j'ai reçu des lettres explicatives qui disaient, écoutez, nous allons normaliser tout le monde. Et puis, il n'y a personne qui va passer chez vous. On va normaliser. Oui, normaliser. Ils viennent même pas voir le 44 rue des Pins, à quelle place il est situé. Il est situé, ils regardent peut-être la grandeur de mon terrain, la grandeur de mon bâtiment, comment j'étais évalué. Bon, vous avez été évalué à 50 000 $, supposons que je dis n'importe quoi. Bon, bien, on majore à 85 000 $. Oui, mais je suis sur le bord de la rivière Montmorency et je suis sur l'île Enchanteresse, comme monsieur, et sur la rue des Remous. Bon, c'est pas. Il ne faut pas lui répondre, monsieur, prenez la feuille, plaignez-vous, prenez la feuille, remplissez ça, ça va vous coûter combien? Vous n'avez pas dit combien ça pourrait coûter, hein? Ça coûte 80 $ pour une contestation. Écoutez, ça n'a pas de bon sens de répondre ça, là, et puis, c'est sûr, il est fonctionnaire, il fait sa job comme vous. Mais là, c'est auprès des politiciens qu'il faut aller voir, que ça n'a pas d'allure de dire ça. Monsieur, on va prendre en considération, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout un formulaire, puis de payer en plus. Madame, je suis d'accord avec vous. On est dans une période de questions. Est-ce que vous avez une question à poser? D'accord. Oui, la question, est-ce que vous allez
répondre à monsieur et à moi et à tout le monde ici que vous allez vous occuper de l'évaluation des gens qui sont situés en zone inondable. Oui ou non? Premièrement, oui. Je vais faire Merci. une vérification à savoir si c'est considéré. Hein, puis je vais vous répondre là-dessus. Est-ce que vous allez nous envoyer une lettre nous Vous m'avez expliquant? dit que vous avez reçu une lettre ce soir qui vous invite ici à la séance d'information. Parfait, j'attends une réponse là-dessus. Alors, moi, j'ai été affectée aussi, comme la voisine. Un instant, parce que Oui. là, on était à M. Bernard. Oui, moi, c'est Jacinthe Bédard. Bédard, au 44 rue des Pins. Je voudrais juste rectifier quelque chose. Oui, Moi, là, je respecte les citoyens ici. Je respecte les employés qui sont des fonctionnaires également. Puis, j'aimerais, je souhaite que tout le monde se respecte ici. On vous offre une séance d'information publique ici ce soir pour vous informer sur les zones inondables, sur tout ce qui se passe dans vos secteurs. On aurait pu ne pas le faire. On aurait pu vous laisser à vous-même. non, vous n'auriez pas pu faire ça, madame. Oui, on aurait Non? pu. Oui, vous auriez pu venir vous informer de façon individuelle. Mais on a choisi de le faire en Oui, je suis d'accord, mais vous auriez dû répondre à monsieur qui reste sur la rue des Regoux. Monsieur, on va s'occuper. Vous me manquez de respect. OK? Vous me manquez de respect. D'accord. Vous me coupez la parole. D'accord, j'attends. Donc, moi, je vous demanderais aussi de respecter les employés qui travaillent pour la ville. Monsieur Boutin a très bien répondu. Oui. Effectivement. Laissez-moi terminer. Oui, C'était une réponse, oui, effectivement, qui était très, très technique et il a bien répondu. Donc, je vous demanderais de poser votre question maintenant. oui. Alors, moi, mon terrain a été affecté et si je veux me reculer mon bâtiment, Donc là, je demandais à M. Boutin de vous répondre parce que ça, c'est une question technique. Au niveau des personnes de bâtiment, nous avons par rapport si c'est peut-être faisable. Je veux savoir si nos de propriété sont hauts, parce que la marge avant, c'est 25 pieds par rapport à la vie. Donc, de voir si être capable de respecter cette norme-là qui est minimale, fait que ça ne dérange pas qu'on se rende compte et qu'on garde la possibilité de faire tout autant, peut-être envisager cette solution-là. Puis en même temps, tant qu'à vous avoir devant moi, j'ai eu votre requête, tant qu'à faire, de perdre un coup. J'ai eu votre requête pour concernant une nuisance puis passant du voisin. Fait que j'ai essayé de vous rappeler, ça ne répondait pas. Donc, on va assurer pour le 42 des points, on a fait ça. Alors, j'ai pas compris vraiment. Vous dites que vous allez faire quoi pour le 42? En fait, le 42, je vais tout le monde le connaît, c'est le bâtiment qui est développé sous la Enchantresse. Là, on a eu une donation, il n'y a pas de travaux faits. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évaluer le bâtiment pour voir s'il a perdu plus de 50% de sa valeur. Si c'est le cas, on va envisager la requête en démolition. Comme on a fait sur les autres bâtiments au 56 sur les pins, parce que le petit bac, en fait, on va faire la même procédure qu'on a faite à cette époque-là, parce que ça ne bouge pas là. Oui, il y a la bonne foi du propriétaire qui a des rénovations, mais depuis 3 ans, il n'y a aucun travaux fait. Puis là, depuis ce temps-là, le bâtiment est dépéri, puis il devient très dangereux aussi. Donc, c'est ce qui est envisagé. D'accord. Alors, M. Boutin, prenez-le pas personnel, mais tout à l'heure, quand je parle de fonctionnaires, je sais que vous n'avez pas le choix de répondre selon les normes et tout ça. Hein? C'est que je voulais présenter le cas que quand les citoyens ne doivent pas se dire écrasés par la bureaucratie, il faut qu'ils se retournent vers les élus. Donc, madame qui est ici, qui a été élue par nous, et puis qui se doit de considérer les demandes des citoyens, puis de pousser des dossiers au-delà même, des fois, des normes, hein, parce que si on calcule juste les normes, non, c'est trop difficile au point de vue humain. Je voulais vous demander d'autres choses. Attendez un petit peu. Ah oui, quand vous avez des normes municipales, je trouve ça dommage qu'on soit obligé de téléphoner ou de dire, bon,
telle situation, sur tel terrain, les gens ne respectent pas vos normes. Est-ce que vous avez des gens qui se promènent de temps en temps dans la municipalité pour détecter ces gens-là qui, exemple, mettent des autos sur des blocs? Comprenez-vous? Moi, je comprends effectivement. Si la voiture ne sert pas. Mais vous avez des gens qui circulent dessus. Moi, j'ai une personne, pour une de tout le monde, il y a une personne qui a cité terrain des inspecteurs. On vient d'embaucher une stagiaire pour l'été qui va faire une bonne section terrain aussi, qui va avoir une présence importante au cours de l'été. Merci à tout le monde. Bonsoir. Christiane Auclair, conseillère municipale district numéro 2. Je voudrais juste vérifier, est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui ont des questions avant? Oui, oui. Je veux juste laisser les citoyens, Christiane, vu que c'est une séance. Ah, d'accord. J'aimerais poser la question à M. Côté et à M. Moutin. La dernière inondation qu'il y a eu à l'île, de quelle place qui est devenue, qui est rentrée? Et vous aviez étudié la rivière, de où est-ce que l'eau est rentrée? Vous parlez de quelle année? 3 ou 4 ans de ça? Vous allez toujours sur la pointe que monsieur nous expliquait où il demeure. C'est toujours un des endroits qui est le plus vulnérable lorsque les deux lits de la rivière sont en place. Le niveau est clairement plus bas que là. À mesure qu'on aura une obstruction, qu'on aura une embarque qui va se former du côté est ou du côté ouest. Alors, on commence par la partie est, après ça, on vient du côté ouest, parce que c'est le canal de crue. Et lorsque ce canal de crue-là va être plein, on est à coup sûr assuré que la pointe de l'île, plus la rive littorale, va se remplir graduellement en eau, et après ça, le niveau va Je veux justement en venir de ce que vous parlez, la pointe de l'île. La dernière fois que l'eau est rentrée, c'est par là qu'elle est rentrée. Par le camping. Oui, on confirme. Bon, mais anciennement, l'île, avant que j'arrive là, moi, ça fait 27 ans que je suis là. Avant que j'arrivais là, j'allais à l'île chez un de mes amis, qui aujourd'hui n'est plus là parce que la maison est partie. J'ai Raymond Daigle. À la rentrée, avant ça, il y avait une digue de roche au bout de l'île. Ils ont ôté ça pour faire le camping. Puis ça bouchait à vue. C'est qui a fait ôter ça? C'est ça qui protégeait l'île. L'eau n'aurait jamais rentré par là s'il y aurait eu la digue de roche qu'il y avait avant. Elle a pogné les rues. Elle n'a pas venu de la rivière. Ça a fait une petite embarque chaque bord, mais elle a pogné le camping et elle a descendu dans les rues. Il y a eu un pied d'eau dans les rues. Moi, ils nous ont dit de sortir. Et je n'ai pas sorti, savez-vous pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il faut rester là. J'ai mis un remblai de beige devant mon entrée. J'ai été clair, j'ai pas eu d'eau dans ma gel, j'ai pas eu d'eau au sous-sol. Mais ceux qui n'ont pas fait ça, ils ont eu de l'eau au sous-sol. Ben, c'est quoi l'affaire? À un moment donné, il faut écouter qui? Là, je comprends pas des bouts. Vous dites que vous connaissez la rivière. S'il y aurait eu de la glace dans le rue d'eau qu'on a eu, là, vous auriez eu un désastre à l'île Enchanteresse. Ça aurait pogné le centre des rues, puis ça aurait tout été fait. Par rapport qu'il n'y a plus de digue au bout. Elle est plus protégée. Quand un embarque descend, puis ça descend à chaque bord, la glace, ça peut monter à 10 pieds à côté en arrière de chez vous. L'eau n'ira même pas sur votre terrain parce que ça coupe direct en bas. C'est ça, une rivière. Moi, j'ai travaillé dans les chantiers dans le parc des Laurentides. Vous dites qu'ils n'ont pas ouvert de pelle. Je vais vous en nommer une pelle qu'ils ont ouvert, moi. Téléphonez au lac des Neiges. J'ai fini. Je pense qu'il y avait une autre question. Je suis partie. Madame Leclerc. Avez-vous une question? Bien oui. Je me demandais les restrictions au niveau des constructions. Est-ce que c'est provincial, ces restrictions-là? Les restrictions, ça émane chez moi l'aménagement de la MRC. Il y a une concordance en 2007 qui venait confirmer certaines choses ou, moi je vais dire ça, compléter certaines normes. Essentiellement, c'est la MRC via le schéma d'aménagement qui dit que les normes. C'est la MRC, mais est-ce que ça vient d'une directive gouvernementale?
Ça émane la politique sur les plaines, protection des plaines inondables. Les plaines inondables. Oui. Donc, ces restrictions-là, c'est pas la municipalité qui les impose aux citoyens, c'est vraiment supramunicipal. Oui, un peu supérieur qui. Donc, nous, on ne peut pas améliorer pour les citoyens, leur dire, bien voilà, on pourrait vous permettre d'agrandir ou quoi que ce soit. Donc, nous aussi, on a les mains liées par rapport à ça. Oui, exactement. On pourrait être plus restrictif. On ne peut jamais s'assouplir, mais on peut toujours être plus restrictif, chose qu'on. C'est ça, on pourrait être encore plus sévère. Oui. En fait, c'est de dire aux gens, bien, profitez de votre localisation, mais en fait, c'est presque une expropriation de la part du gouvernement. En tout cas, c'est mon opinion. L'autre question, ça serait pour M. Côté. Moi, je me suis toujours demandé, la constitution de l'île, comment elle est faite, l'île? Parce que le phénomène qu'on retrouve chez M. Michaud, et puis les affaissements de terrain qu'on a eus en fin de semaine, bien, est-ce que c'est dû à la constitution même de l'île? Bon, le cas de la construction de l'île, la construction elle-même, c'est lors de l'inondation de 92. Pour ceux qui se rappellent, c'est quand même une année statistique. On a demandé de faire des sondages sur l'île Enchanteresse directement. Parce qu'on voulait voir le sol, on avait peur du mouvement sol qui avait pu se produire suite à ces inondations-là qui avaient été importantes. Et ce qu'on a découvert, c'est que toute l'île Enchanteresse s'est formée de l'île. C'est carrément des roches qui ont une certaine forme ronde. Alors, ça nous permet de bouger et de se fragmenter. Alors, lorsqu'on arrive dans des tirs d'eau comme on a eu en fin de semaine, ben, on va laver les roches. Puis lorsque l'eau va redescendre, ben, le sable se redépose là. Alors, on refait encore la structure. Et c'est ce qu'on a découvert suite à 92 ans. On va se demander sur certains terrains, puis on va découvrir qu'il y a des bosses. Ben, ça vient d'où, ça? On a quelques dés qui se sont déplacés. Puis ils nous ont permis de voir que le terrain, on ne va pas faire un terrain de golf où il sera très fatigant à marcher. Parce que c'est carrément la structure toute faite de billes de pierre, qui sont les pierres de rivière qu'on voit. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ben, ce n'est pas le roc qu'on voit de l'autre bord. Si on est dans la partie Est, exemple, on voit le roc qui est partout. Mais ça, ce n'est pas la conception de l'île. L'île est faite de billes de pierre. C'est avec le temps, puis là, demandez-moi pas les années où c'est venu, là, ben, les pierres ont roulé. C'est là qu'on a l'exemple de dire, tu fais des travaux, tu viens leur compenser. Ben, les pierres ont roulé. Et l'île Enchanteresse a un relief un petit peu plus haut. Sur la côte de la rivière, lorsqu'on prend, on se rend compte que lorsqu'on arrive à la fin du bassin, pour l'île Enchanteresse, on remonte. Et on fait la même chose dans le secteur de Des-Îlets et dans le secteur de Chemin des Renaud. On remonte graduellement. Alors, on favorise l'amoncellement de pierres. Alors, l'île, dans le cas de l'île, parce qu'il y avait absolument rien au départ, c'est des lits qui sont formés ensemble, il y a du sort qui est allé au travers. Et c'est la structure à la grandeur de l'île Enchanteresse, c'est toutes des dégâts. C'est pour ça qu'on a des mouvements de sol, mais qui ne se détachent pas parce que ce n'est pas des masses. La seule place où on voit des sols qui se détachent, c'est où il y a de la végétation. Où là, on voit qu'il commence à former du bus. Et là, c'est la matière physique. Dernière question pour vous, M. Côté. De quelle épaisseur on peut constituer l'île comme telle, l'épaisseur de sol sur ces baies-là en question? Je dis qu'on est presque à la surface. Hein. Je pense pas que l'île Enchanteresse, il y a un endroit idéal pour faire du gazon, pour avoir un jardin merveilleux. Là. On est beaucoup plus dans une zone de sable. Alors, c'est pas important là, la quantité de végétaux qui est au-dessus. C'est plus une matière sableuse et des roches. Quelle épaisseur à peu près de... Je ne sais pas, Christian, honnêtement, je vais voir. Moi, je voulais voir le sol, c'est ce qui m'intéressait. Puis la partie qui m'inquiétait, c'est lors de l'inondation 92. Est-ce qu'on va voir l'île Enchanteresse partir en des lignes, ou se séparer, ou se scinder? Alors, c'est impossible à cause des lignes. On a compris que non, ça ne peut pas se produire. Merci beaucoup. On prend la dernière question de monsieur. Oui, bonjour, Jacques Côté, 108 rue des Remous. D'abord, j'aimerais dire que la plupart des questions ont été répondues, madame, entre autres, pour la stabilisation des rives et puis le renforcement, ainsi que M. Guillaume, au point de vue taxation des terrains dans des zones qui sont à risque. Deux petites questions de ma part. Donc, une question et puis une observation. Souvent, j'ai eu affaire avec le site Hydrométéo pour
pour voir le volume d'eau là, pratiquement aux 15 à 20 minutes. Dernièrement, je pense que ça date de même pas une semaine, le site nous dit que les données vont être simplement disponibles pour les villes. Alors ma question est, serait-il possible pour des gens qui sont riverains d'avoir un accès à ces informations-là de par la ville ou est-ce qu'on pourrait avoir un mot de passe ou quelque chose comme ça qui nous permettrait d'avoir accès à des données là, qui sont quasiment là, oui. La donnée que vous me donnez, que vous allez chercher, est-ce que c'est les débits de la station? Exactement. C'est les marches. Oui, c'est ça? Oui. Et là, moi j'ai l'information que oui. l'imprimante. Oui, c'est ça parce que vous êtes de la ville, mais je vous dirais, ça date de 4 ou 5 jours que Hydro-Météo ne donnait plus des informations en particulier. Comme Mme la maîtresse, on va aller chercher l'information. Oui. Essayer d'aller voir. Je suis allée un matin, moi, il était à 105. Ah oui, parce que c'est ça, on donnait des informations météorologiques, mais pour les débits des eaux. Écoutez, je vais aller faire la démarche. C'est la première fois qu'on me dit qu'on a de la misère à avoir accès à la station. C'est ça que dorénavant. On va le savoir. Puis après ça, on va voir c'est quoi la procédure qu'on peut faire, soit par le site à nous ou fournir l'information nécessaire d'une manière technique. OK, remarquez que c'est bien le site Hydro-Météo. Hein? Oh, oui, si vous me dites que c'est la station 51 000, on n'a pas le choix de ça. C'est le réseau hydrique du Québec, ça? Ouais. Je ne serais pas capable de vous confirmer exactement, mais je sais qu'eux autres, ils prennent leur... C'est prévu. Voulez-vous m'informer demain de l'endroit précis, là, moi? Oui, absolument. Après la liste, demandez que vous voulez parler, puis on ira voir là, c'est quoi l'information que vous avez. Puis, pour continuer, M. Côté, j'avais reçu une lettre, peut-être qu'il y a, je dirais, 7 ou 8 mois, peut-être, donnez-moi une marge d'erreur, disant que si des fois vous voyez des mouvements de glace ou des choses importantes au point de vue de la rivière Montmorency, nous contacter. Demandez-moi pas de vous confirmer que c'est un samedi ou un vendredi, mais c'était dans des périodes, je vous dirais, là, la matinée, là, entre 9h, 10h, 11h, donnez-moi une marge d'erreur encore une fois. J'appelle, puis c'est le répondeur, le fameux répondeur de la ville. Dites-moi, est-ce que le ce fameux numéro-là, pour informer la ville des fois des situations embarrassantes au point de vue là, de la rivière Montmorency, est-ce qu'il y a des heures ouvrables là-dessus ou bien si... Lorsque vous avez communiqué, je comprends qu'il y a des fins de semaine, c'est la compagnie qui fait le mot. Est-ce que vous avez informé la dame de l'information que vous vouliez donner? C'était le répondeur, puis après ça, ben, ça s'est engagé. Une fois que la madame... Ça n'a pas été transféré à une personne humaine? Oui, puis sauf erreur, je pense que c'était un jour de semaine, puis c'était dépassé 9 heures. Mais je ne peux pas vous le garantir, je n'ai pas de rien d'écrit là-dessus. Là. Parce que l'instruction qui a été donnée depuis les 5 dernières années, la compagnie qui répond pour nous les fins de semaine ou le soir ou la nuit, là, à l'exception du 922, on s'entend. On a l'instruction de nous informer de la donnée qu'elle vient d'avoir. Parce que chose c'est humain qui fait ça. Parce que je me rappelle, j'avais encore gardé votre lettre là, dans mon bottin téléphonique, puis j'avais appelé, puis disons que ça non, c'est correct. Ça ne devrait pas passer comme ça. Mais ça serait tout juste pour apporter le point défoussionnel. Mais on avait l'instruction cette année de faire. Une petite note pour Mme la mairesse. Vous m'avez fait sourciller un petit peu tantôt quand vous dites, ben oui, vous savez, la ville de Sainte-Brigitte, les citoyens ne devraient pas avoir à, comment essayer d'avoir vos repos exacts, pas se préoccuper, mais à dépenser de l'argent pour des problématiques que vous vivez. Madame la mairesse, moi, je paye pour l'avenue Sainte-Brigitte, non, pas dans la rue des Remous, je l'utilise pour venir voter, là. Non. Alors, le concept d'une ville, c'est sûr, hein, on choisit de s'installer dans une zone inondable en toute connaissance de cause. Vous comprenez, là? Oui, je comprends ça, mais il reste quand même le concept d'une ville. C'est un peu comme on veut normaliser un peu, les moins bien nantis avec les mieux nantis. On essaie de... La rivière à ville, c'est déjà pour complet. S'il faut qu'on commence à faire les travaux tout le long de la rivière. Sans aucun doute, mais vous comprendrez que c'est pour ça que je demande. Mais il reste que quand même, il y a Mais il y a des choses qui sont dans la mesure du possible, comme par exemple vérifier vos évaluations pour le site. Il y a des choses qui sont possibles, qui sont faciles à faire pour vous. Absolument. C'est certain qu'on va le faire. Ça, c'est sûr qu'on va vous les rendre accessibles, des informations qu'on peut vous rendre accessibles. Puis, s'il y a quelque chose à faire au niveau des évaluations, on va le faire aussi. Je vous remercie. Dans la mesure du possible, toujours.
Ben, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Puis, si vous avez des questions qui sont un peu plus spécifiques, personnelles, ben, je vous demanderai soit de les adresser aux personnes concernées ici, M. Boutin, M. Côté. Puis, si c'est des questions d'ordre politique, ben, adressez-vous à votre mairesse, elle est à votre écoute. Merci. Merci. On peut vous laisser vos adresses. Oui. Oui.